Être anthropologue, qu'est-ce que c'est? Je vais commencer par le côté le plus facile. Ça comprend faire une recherche de terrain avec des gens d'une culture autant que possible différente de la sienne. Et dans mon cas, je l'ai fait dans le territoire du Yukon, à l'ouest, nord-ouest du Canada, parmi les Indiens Tutchon, et qui appartiennent à un grand groupe linguistique des Athapascans, qui comprennent une vingtaine de langues entre l'Alaska intérieur et territoire du Yukon, nord de la Colombie-Britannique et une partie des territoires du nord-ouest. Le choix, comment il s'est fait? Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est presque au hasard. On ne va pas étudier un peuple en général parce que on l'aurait connu avant, sinon on ne voit pas très bien ce qu'il resterait à faire. Et ce qui s'est passé, c'est que mon directeur de thèse travaillait à ce moment-là sur une reconstitution des systèmes de parenté des Athapascans du nord et du sud-ouest américain et de la côte du Pacifique. Il y en a quelques groupes là. Et il m'a dit, sur la carte, il y a un groupe, là, il s'appelle les Tutchon, et puis on n'a absolument rien sur ce groupe, excepté sur ceux du Sud, mais il y a tout un ensemble, là, où il n'y en a pas de données du tout. Est-ce que ça te plairait? Je lui ai dit oui, et lui s'est occupé de trouver des fonds pour que je puisse y aller, et ça, c'était en 60, je pense c'est juin. Le premier voyage, c'est juin 72. Et ensuite, retour en mai 73 jusqu'à 74, fin 74, quelque chose comme ça. Ça fait longtemps maintenant. Alors, à cette époque-là, j'étais à Vancouver, donc, à UBC, et à cette époque-là, il fallait remonter en voiture 2200 km pour aller jusqu'à de Vancouver à Whitehorse, qui est la capitale du territoire du Yukon. Et il y avait des routes goudronnées jusqu'au nord de la Colombie-Britannique. Et ensuite, c'était une route de terre très étroite où des chauffeurs de camions roulaient à 100 km/h. Et j'avais un petit bus Volkswagen avec moteur à l'arrière pour traverser tout ça. Ça a pris 2-3 jours pour arriver à Whitehorse. 2 jours, je pense même. Non, 2-3 jours. Et de Whitehorse, là, j'ai exploré à droite, à gauche. Je suis allé vers l'ouest d'abord, un petit village, un hameau même, qui s'appelle Champagne. Au nord de Champagne, Eishiek, qui est un ancien village des Tutchon du sud, Haines Junction et Kluane Lake. Tous situés au sud du territoire du Yukon, près des montagnes, au pied des montagnes rocheuses en fait, la cordillère du Pacifique, au nord de Mount Logan qui fait quelques 6000 mètres d'altitude. Je crois que c'est le plus grand pic du Canada d'ailleurs. Alors là, mon travail principal a consisté à essayer de trier l'homogénéité des différentes ethnies. Et puis pour faire ça, mon directeur de thèse m'avait donné un entraînement pour collecter des listes de vocabulaire de 100 mots de base, papa, maman, frère, sœur, arbre, quoique c'est pas universel complètement, il y a des pays où il n'y a pas d'arbres, le ciel, la terre, l'eau. Et en comparant, en enregistrant ces listes de mots, 100 mots, la liste de Swadesh, limitée à 100 mots seulement, on s'aperçoit s'il y a des différences linguistiques importantes ou si elles ne sont que dialectales. Et en fait, déjà dans ces 3-4 groupes à qui j'ai rendu visite, il y avait une différence plus grande que dialectale.
avec des gens de Beaver Creek qui étaient probablement des Tanana. Et j'ai pas poussé plus loin. Je sais maintenant que c'était un sous-groupe des Tanana, ou Nabesna, que Marie-Françoise Guédon, ma collègue d'Ottawa, a étudié pendant des années. Et bon, là, j'ai appris des choses rigolotes. Il y avait des histoires, les hommes, ça faisait un plaisir de me raconter des histoires assez coquines même. Et il y a même un épisode qui m'a servi après, mais qui était drôle. Il y a je crois que c'est Smith, il s'appelait, qui m'a appris, il m'a dit, tu vas apprendre une chanson indienne? Je lui ai dit, ok. Et il m'apprend une chanson, et il me dit, tu la chanteras quand tu iras dans le Nord, tu la chanteras aux gens de Carmax. Et Carmax, c'est un village, alors là, il fallait prendre une autre route, celle qui va à Dawson City, et qui s'arrêtait là, à cette époque-là. Elle n'allait pas plus au nord. Maintenant, on peut aller jusqu'en Alaska avec cette route, mais à cette époque-là, elle s'arrêtait à Dawson. Et je me suis présenté la première... Alors là, on arrivait chez les Tucson septentrionaux, qui ont une langue différente de celle des Tucson du Sud. Je vais donner un exemple. Par exemple, un lièvre, les Tucson du Sud vont dire ga, les Tucson du Nord disent gay. Variante, comme nous on a peut-être entre l'italien et le français, ou l'espagnol et le français pour certains mots de base. Et là, l'arrivée a été assez drôle. Alors, il faut s'imaginer, non pas des villages de tentes comme autrefois. En fait, autrefois, ils n'avaient pas de tentes. Dans ce coin-là, ils n'avaient pas de tentes. Ils vendaient toutes les peaux qu'ils avaient aux Indiens Tlingit, qui habitent la côte du Pacifique, où il n'y a pas tellement de gros gibier. Et ils se faisaient des huttes de branchage de 1,20 m de haut, 3 murs, un de chaque côté, un mur pour le dos. La famille, les parents, 2 enfants, 3 enfants, dormaient les pieds vers le feu, dehors, par moins 60, moins 80 Celsius. Hein. Et donc, quand je suis arrivé, ils avaient presque tous des cabanes en rondins. Et il y avait encore 2 familles qui vivaient sous une tente de toile, là. Pas des tentes qu'ils auraient eues auparavant, mais des tentes achetées ou que les affaires indiennes leur avaient données. Mais il n'en restait plus que 2 qui vivaient sous tente de toile en permanence. Et il y avait un ancien baraquement qui servait de maison communautaire. Et là, le chef George Billy m'a demandé ce que je venais faire. Je lui ai expliqué. J'étais un peu craintif, je connaissais personne. J'ai mis ma tante, j'étais tout seul à ce moment-là. Oui, ma compagne n'était pas là, ni son fils. Et j'ai mis ma tente dans le village, mais il y a des jeunes qui sont venus, qui m'ont piqué des trucs dans la tente. J'ai pas trouvé ça très très bien. Et j'ai déplanté la tente. Je suis allé me mettre sur le bord de la rivière Nordenskjöld, à 1,5 km du village à peu près, bien installé dans mon camper. Le Volkswagen faisait camper. Et là, j'ai voulu tester des choses qu'on m'avait appris. Par exemple, pour avoir un lapin, un lièvre, tu fais le bruit d'un petit. Les lièvres viennent voir, tu fais... Ça, c'est un petit qui est perdu. Et je l'ai fait longtemps un soir, et j'entendais dans le fond du bois... J'étais pas très rassuré. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai continué à appeler les petits lièvres. Et je suis rentré dans mon camper, refermé les portes. J'ai dit, bon, demain matin, j'irai voir au village, j'expliquerai ce qui s'est passé. Ah bon? Oui, bah ça, c'est un grizzly, il ne fallait pas faire ça dans ce coin-là. Il y a des saumons dans la rivière en ce moment, ils sont pas loin. Et mais tu as eu de la chance, il dit qu'ils ne soient pas venus plus près ou qu'elle ne soit pas venue plus près.
Bon, donc, des grosses rigolades, et on m'a demandé est-ce que tu connais des chansons? Ah, je dis oui, 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 Monsieur Smith, à Haynes Junction, m'en a appris une. Tu pourrais la chanter? Ok. Mbia, 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 hey. Et je continue. Là, je me souviens plus de tout. Et il roulait de rire sur le plancher. Je regarde. Mais qu'est-ce que t'as? Tu sais ce que tu chantes? Je lui dis non, ça c'est Monsieur Smith à Haynes Junction qui m'a appris ça. Il m'a pas dit ce que ça voulait dire. Alors, tu chantes. Je suis amoureux de ma belle-mère. Je la suis partout dans les bois. Je suis amoureux d'elle. Je n'attends que cela. Voilà le sens de l'humour des Indiens, complètement piégé. Mais ça m'a fait une bonne réputation. Après, il sait chanter des chansons indiennes. Et alors, c'est comme ça que ça commence. Je ne vais pas dire que c'est toujours rigolo, parce que il y a plusieurs contraintes. Ah oui, pour ceux qui veulent faire de l'anthropologie, c'est qu'il y a un temps limité, même si moi j'ai pris 2 ans pratiquement pour faire ce terrain-là, c'est qu'il faut qu'il y ait des données qui en sortent. Parce qu'il faut en avoir suffisamment pour faire une thèse. En général, au bout du compte, on en a trop. Et le problème, c'est de trier ce dont on va se servir, on ne va pas jeter, mais ce dont on va se servir pour faire la thèse. Mais au début, les premiers mois, ça rentre pas très vite et on a l'impression qu'on n'avance pas. On rigole bien, mais on n'avance pas vraiment. Où on commence avec des questions très anthropologiques. Est-ce que vous avez des clans? Hein? Ben, des clans. Hein? Non, ils connaissent pas le mot clan. Mais par contre, c'est après que vous découvrez que dans ce cas-là, c'est pas des clans, c'est ce que les anthropologues appellent des moitiés. Mais si vous allez demander s'ils ont des moitiés, alors là, encore moins, ce serait c'est quoi ça? Donc, vous lâchez tout votre vocabulaire technique d'anthropologue, il faut le lâcher. Et vous vous servez de plus facile, beaucoup mieux de choses comme à qui appartiennent les enfants, par exemple. Et puis là, on vous dira, dans ce cas-là, c'est matrilinéaire et matrilocal. Matrilinéaire, ça veut dire les enfants appartiennent au groupe de la mère. Et matrilocal, que les jeunes gens se marient, le couple réside avec les parents de la mère. Alors, donc, vous enregistrez autant d'histoires que vous pouvez. Moi, ce que je faisais, c'était d'écouter. Je ne suis pas très bon pour prendre des notes écrites. Alors, j'écoutais et le soir même, il ne faut pas attendre très longtemps, sinon on oublie. Le soir même, je faisais une liste de sujets que j'avais entendus dans la journée et je les enregistrais. J'enregistrais ce que j'avais entendu. C'est quand même idéal d'enregistrer directement les gens, parce que des fois, il y a des nuances qui sont faites qu'on a oubliées lorsqu'on reprend les notes qu'on a fait soi-même au magnétophone. Le danger aussi des notes au magnétophone, c'est que si vous ne les écrivez pas au fur et à mesure, après ça, vous avez beaucoup de cassettes à transcrire. Et une cassette d'1 heure, ça peut être 7 heures de transcription à peu près. Donc, se méfier de ça. Alors, il y a la pression de ramasser des données. Au début, on n'a pas l'impression qu'on en ramasse beaucoup. Mais bon, il y a quand même les joies de rencontrer des gens différents, de s'amuser, puis le stress aussi quand même parfois. Les joies, ça peut être des choses bêtes. Il y avait un homme déjà de 40 ans, moi je n'avais que 24 ans, il avait 5 enfants, il buvait beaucoup. Entre parenthèses, tous les Indiens ne boivent pas, au moins la moitié ne boivent pas. Et d'autre part, chez les Blancs du village, au moins la moitié boit beaucoup aussi. Mais ils se cachent, ils boivent chez eux. Et ça ne se voit pas trop. Alors que les Indiens, c'est plutôt dehors à faire la fête, à crier. Ceux qui boivent, encore une fois. Et il me demandait souvent de l'argent pour acheter une bière. Alors, je lui prêtais soi-disant suffisamment pour qu'il achète une bière. Je ne m'attendais jamais à ce qu'il me rende mon argent.
Et un jour, bon, comme tous les mois, il reçoit l'argent du bien-être social et il vient me voir, il me dit mon partenaire, tiens, voilà ton argent. Je dis quoi? Il me dit ben, tu m'as prêté de l'argent pour la bière? Je dis non, je te l'ai donné. Non, 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 j'en veux pas, j'en veux pas. Quoi, mon argent est sale, il est pas bon? Et il insiste pour me rendre de l'argent prélevé sur le chèque de bien-être social qui, normalement, doit servir à ses enfants. Alors j'ai accepté. C'était pas grand-chose de toute façon. Mais enfin, bon, ça peut être un 5 ou un 10 dollars, je ne sais pas trop. Et à l'époque, on multiplie par 3 à peu près, hein, comme un 30 dollars peut-être. Et je me suis arrangé pour redonner des choses, moi, après, quand ils n'avaient plus rien à manger. Ça arrivait quand même, hein. Et je crois que j'ai dit à cet homme, ah ben toi, tu es un vrai frère, hein. On te prête de l'argent, tu le rends. Je l'avais félicité. Et alors, ça n'a pas fait un pli. Le bruit a couru que je l'avais appelé son frère, mon frère. Et donc, comme lui, il faisait partie... Alors, il y a on va dire 2 clans. Il y a seulement 2 clans, les corbeaux et les loups. Comme lui, il était corbeau, moi, j'étais corbeau, puisque je l'avais appelé mon frère, et j'ai été immédiatement classé dans le clan des corbeaux. Et là, je pourrais raconter ce qu'on découvre sur le terrain, quand même, ça. C'est qu'une fois qu'on est apparenté, imaginez-vous 200 personnes, enfants compris, 300 personnes, chaque village. Et tout le monde est forcément lié par la parenté. D'ailleurs, il y a quelque chose d'étouffant. C'est un des côtés moins excitants, hein. C'est qu'on fait partie d'une énorme famille et qu'il y a des règles à respecter. J'ai appris assez... Et donc, donnons un résumé pour les 2 clans, qu'on appelle aussi des moitiés en anthropologie. Si vous êtes corbeau, c'est que votre mère était corbeau, et donc vos frères et sœurs sont corbeaux. Votre père est forcément loup, parce qu'on n'a pas le droit de se marier dans le même clan, en appartenant au même clan. C'était autrefois puni de mort. Même d'ailleurs, toute petite, une relation sexuelle était punie de mort entre 2 membres du même clan. Et donc, il y a des contraintes qui tombent sur vous. Vous ne pouvez plus regarder, moi je suis un homme, vous ne pouvez plus regarder n'importe quelle fille. Si elle est corbeau, normalement, on ne lui parle même pas. Il y a évitement total, il y avait évitement total, aujourd'hui beaucoup moins, mais en principe, on n'a pas le droit de lui parler. Et par contre, la sœur de votre père, elle est du clan opposé à vous. Moi, je suis corbeau, mon père est forcément loup, et sa sœur, elle est forcément loup. Et c'était pas étonnant que, à la fois, j'entre dans plus de détails malheureusement, mais quand il m'a fait chanter je suis amoureux de ma belle-mère, je la suis partout dans les bois, blablabla, c'est que la belle-mère était souvent la sœur du père, puisqu'on se mariait entre cousins, idéalement entre cousins au premier degré, et probablement que 20% à 30% des mariages étaient entre cousins au premier degré, qu'on appelle cousins croisés bilatéraux. Je ne vais pas entrer là-dedans maintenant. Et c'est quand vous êtes sur le terrain, vous êtes forcé d'entrer, de faire un effort de compréhension pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Eux, ils vont pas dire cousins croisés bilatéraux, ils vont dire elle est, en anglais, ils vont dire she is my kissing cousin. C'est une cousine que je peux embrasser, et plus. Mais si c'est une cousine parallèle, c'est-à-dire les enfants de ma mère, là, c'est même pas des cousins, c'est des frères et sœurs. Alors, tout ça, on y fait face dans le terrain. On ne le soupçonne pas quand on arrive, que ça va être aussi différent de ce que nous connaissons. Et c'est pour ça que c'est important
d'être confronté à cette altérité, parce que si on n'y est jamais confronté, on assume que tout le monde fonctionne de la même façon dans le monde, et, et on est très loin de pouvoir se poser des questions sur notre propre monde. Alors bon, il y a des contraintes qui s'en suivent, mais il y a aussi des joies et des choses extrêmement morales qui arrivent. C'est-à-dire que si mon frère, cet homme Cathro, il s'appelait en anglais, avait quelque chose, il me le donnait, ils m'en donnaient, du gibier ou du poisson. Et il m'a fait, oui c'est ça d'ailleurs, le premier camp de pêche auquel je suis allé, qui est, entre parenthèses, le camp de pêche où Bernard Arcan, de Laval, avait fait son premier terrain de maîtrise en venant de l'Université de Montréal, à 5000 en aval de Carmax, sur le bord du Yukon, où Bernie, comme il l'appelle là-bas, il l'appelait encore, il se souvenait de lui, avait fait son premier terrain. Et ensuite rédigé sa maîtrise sur ce sujet-là. Ce que je ne savais pas, mais d'ailleurs, c'est après que j'ai connu Bernard. Donc, découverte des choses qui font plaisir, des choses qui font des plaisirs. Pas trop, parce qu'on passe du temps avec enfin, moi, dans le genre d'ethnographie que je voulais faire, je passais beaucoup de temps à discuter avec des vieilles personnes, et c'était toujours très intéressant. Par exemple, par hasard, il y a un garçon qui est devenu mon ami, qui était corbeau lui aussi, Benson Billy, et qui a à peu près mon âge, donc 65 ans lui maintenant, moi je suis un peu plus vieux, qui a été rentré dans le bar du village et qui avait volé une bouteille de whisky. Il a été condamné à 6 mois de prison pour ça. On se demande pourquoi les prisons sont pleines d'Amérindiens et d'Inuits aujourd'hui. C'est simplement comme ça. On les met en prison pour rien, pratiquement rien. Et il a fait du travail communautaire pour ça. Je suis devenu, pour qu'il puisse sortir son... Comment on appelle ça non, celui qui... Garant, son garant quand il revenait au village. Et on a appris des tas de choses. Il m'a raconté que, par exemple, lui, son père était en train de le pousser pour qu'il se marie avec sa cousine au premier degré, la fille de sa sœur, à lui le père. Et il est fou. C'est parce qu'il y a l'influence de la culture blanche est là, bien sûr. Il est fou. C'est ma cousine. Mais là, j'avais déjà compris que non, c'était le mariage idéal. Et alors, mais Benson avait appris à l'école que de se marier entre cousins comme ça allait produire des enfants dégénérés, blablabla, ce qui est pas le cas. Ça se fait encore d'ailleurs dans le monde arabe. Hein, il y a encore 25% des mariages qui sont entre cousins au premier degré. Mais de découverte avec un vieil homme qui, lui, était loup, me racontant la dernière cérémonie de la paix qui a eu lieu en 1916. On était en 1971, donc on n'était pas très loin après. Qui a eu lieu et qui a réuni des gens qui étaient à 300 km les uns des autres, hein, dans un rayon tout autour de l'île de Salomon. Une enfant plutôt, avait tiré avec une carabine 22, et elle avait 4 ou 5 ans, et elle avait tiré un petit garçon de 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et il a fallu faire une cérémonie de la paix parce qu'ils étaient de clans opposés. Et ce même homme, Johnny Mack, qui est maintenant décédé, il avait déjà 80 passés, et celui qui, un jour, il aimait bien faire des tours dans mon camion Volkswagen, et je l'ai emmené sur une route de terre, un peu loin. Puis un jour, il me dit « T'es de quel clan, toi, déjà ?» Et à cette époque-là, je n'étais pas affilié à un clan. Et je lui dis « Ah ben, tu sais, grand-père, moi, j'ai pas de clan, je suis un blanc. »
Ah oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, les Blancs, ils sont comme les chiens, hein. Ils peuvent baiser n'importe qui. Ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de loi. Et ça a été une autre façon de comprendre comment on leur apparaît. Bien sûr que nous avons des lois, mais pour eux, nos lois sont vraiment très très bizarres. Et ce qui l'effrayait le plus, et de nous comparer aux chiens, c'était qu'effectivement les chiens n'ont pas vraiment de règles, hein. Ni de loi, même entre mère et fils, je ne sais pas trop ce que les chiens font, mais je ne crois pas qu'il y ait grand-chose qui les arrête. Et c'était à ça qu'ils nous comparaient. Mais il y a eu plein de choses comme ça, et c'est un peu les... ce que je voulais dire, c'est que ça vient pas comme dans un livre, hein. C'est pas organisé en chapitres. Ça vient un petit peu au hasard, et je reviendrai plus tard là-dessus. Mais je dois vous dire le sujet de ma thèse. Je m'étais, après avoir lu Bourdieu et bien d'autres sur l'origine des inégalités sociales et leur reproduction, je m'étais dit oui, mais si on a des systèmes égalitaires comme les chasseurs-cueilleurs, pêcheurs sont censés être, il faut bien qu'ils fassent quelque chose pour reproduire l'égalité entre les êtres humains. Et c'était pour ça que j'étais parti dans le Yukon. Je voulais voir quels étaient les mécanismes qui permettaient d'assurer qu'il n'y a pas d'inégalité qui se développe et que l'égalité reste entre hommes et femmes et entre hommes et hommes et femmes et femmes. Et c'était mon sujet de thèse. Et vous allez voir que le terrain, mais beaucoup plus tard je vous en reparlerai, amène des surprises parfois.